Hello à tous, bienvenue dans Comme un lundi. Aujourd'hui, je reçois Cédric. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, je te remercie. Alors, est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps en quelques mots et puis présenter les Yup, du coup? Avec plaisir. Déjà, merci de me recevoir Avec dans grand Comme un plaisir. lundi. Cédric Marlu, donc je suis cofondateur de la marque Layup. Marque Layup qui est une marque de chaussures de sport, chaussures de basketball à l'origine, et qui est devenue une marque d'articles de sport au sens large. Et voilà, tout simplement. Ok, top. Alors, ce que je souhaite aborder avec toi aujourd'hui, c'est donc la communication, un petit peu d'entrepreneuriat et puis le marketing, parce que tu es directeur communication de la marque. Exact. Ça fait combien de temps qu'elle existe? Alors la marque, la première fois qu'on en a discuté avec mon associé, parce qu'on est deux, je suis cofondateur, on est deux à avoir lancé la marque, c'était en 2017, donc c'était il y a un petit Ok. moment maintenant, mais elle existe officiellement depuis 2019, légalement, enfin voilà. Et en effet, je suis directeur commercial, entre autres, parce qu'en fait, en tant qu'entrepreneur et que personne qui lance une marque, Ouais. finalement, tu as plein de métiers qui s'accumulent, mais on s'est donné quand même des étiquettes et des directives et des responsabilités précises, et la mienne, c'est ça. Ok. Bien sûr, justement, t'en parlais. Donc là, c'est une marque qui est française, Ouais. vraiment en plus rouennaise. Là, on est vraiment dans le normand. Comment on lance justement une start-up, enfin une marque innovante sur un sujet qui est le basket? Donc Ouais. tes concurrents, c'est des géants, c'est Ouais, complètement. sans les citer, Nike, Adidas, etc. Donc Ouais. comment, au niveau de ta stratégie, t'as lancé ton positionnement sur les Yup? En fait, sur une marque, c'est bien que tu utilises le terme innovation parce qu'il y a différentes manières d'innover. Innover, ça peut être dans le produit, ça peut être dans le process de fabrication, ça peut être dans la communication, justement, dans la façon de se positionner et tout, etc. Et en tant que petite marque comme ça, sur le produit en lui-même, c'est difficile d'innover techniquement parce que ça nécessite énormément de fonds. Et nous, en fait, c'est une très jeune marque. On est deux à l'avoir lancée et on n'a pas de financement énorme qui nous permettrait de créer le produit jamais vu pour l'instant Ouais. sur le marché. Ou alors de le Donc, diffuser sur plein de canaux, style à la télévision, des panneaux d'affichage exactement. sur JC Deco, etc. quoi. Et du coup, on est obligé d'innover dans notre positionnement, dans notre façon de faire. Et en fait, on s'est rendu compte très vite que, de par même intrinsèquement, en fait, on était déjà innovant de par le fait que c'est une marque française et qu'aujourd'hui, en fait, il y a très peu de marques françaises de chaussures de basketball. Donc déjà, ne serait-ce que notre existence, c'était déjà une innovation. Se dire, les gens, par exemple les basketteurs qui voient notre marque se disent « Waouh, une nouvelle marque de chaussures de basketball française, c'est innovant. » tu vois. Et du coup, après, bien sûr, techniquement, il y a des technologies, des innovations qu'on a essayé d'intégrer dans la paire de chaussures avec l'aide des ingénieurs, des usines avec lesquelles on travaille. Mais à la base, ouais, c'est ça, c'est notre positionnement en fait qui est déjà une nouveauté. Ok. Et ensuite, par rapport aux canaux, vous avez choisi quel canal pour justement communiquer sur la marque? Est-ce que c'était plus du tendance? Ou vous avez commencé direct avec Instagram, Facebook, TikTok ou c'est venu petit à petit? On a commencé par Instagram. En fait, non. On a commencé on a commencé par Instagram, mais on l'a fait de manière naturelle. C'est-à-dire qu'on s'est dit, nous, c'est un produit physique, on a besoin qu'il soit vu. Et forcément, l'organe de réseaux sociaux qui est le plus efficace en termes de visuel, à ce moment-là, en tout cas, c'est Instagram. Ouais, c'est sûr. Il y a Facebook à côté. Facebook, bien sûr, on a une page Facebook parce que c'est fondamental. Ouais. Non, bien sûr, il y a peut-être moins de vues, moins d'efficacité, etc. Mais ça reste le Il y a réseau moins de social jeunes. numéro Voilà, un. Et puis exactement. c'est aussi C'est un des must-have, comme on dit, communautés. ouais. Donc en fait, si d'ailleurs qu'il y a des pages, etc. Exactement. Pour les événements aussi, on en reparlera. Mais Ouais. C'est obligatoire en fait. Ouais. On peut pas ne pas l'avoir dans notre stratégie, donc on l'intègre. Donc on commence avec Facebook, Instagram. Ok. Donc ça c'est notre pensée numéro 1. Et après pensée numéro 2, c'est à l'époque on est novice, donc on veut être partout. Donc on ouvre un compte Snapchat, on ouvre un compte TikTok, LinkedIn, peut-être même un Pinterest, je m'en souviens Ouais, plus. on Mais multiplie en tout les cas l'idée canaux. c'est de vraiment être le être plus visible. visible partout. Mais après, on se rend compte, après, on en parlera certainement, que c'est pas forcément la meilleure stratégie et que se concentrer, c'est peut-être plus efficace que s'éparpiller. Ouais, c'est ça en fait, parce que déjà, si tu te rends compte que c'est du temps, que chaque réseau social a ses propres codes, a sa propre aussi, je dirais, cible. Parce que tu t'adresses pas pareil sur Facebook que sur Instagram, voire Snapchat. Donc qu'est-ce que t'as arrêté certains canaux, tu t'es concentré sur Il y en a qu'on a arrêté naturellement. Encore une fois, on est tout au début.
Et même si on s'est donné les responsabilités, directeur communication, etc., à ce moment-là, j'apprends énormément puisque je suis sur le tas. Et moi, j'ai fait des études en école de commerce. Donc, bien sûr, j'ai étudié le marketing, la communication, etc. Tu as les bases, mais c'est plus j'ai des bases, mais la pratique, ça n'a rien à voir. Surtout et dans, du coup, dans différents secteurs, ça peut changer du tout au tout. Et du coup, de par l'activité, je rencontre plein de personnes, je me renseigne, je m'instruis, etc. Et surtout, j'apprends en faisant. Et il y a des réseaux, par exemple, je prends l'exemple de Snap. On l'a arrêté naturellement, ne serait-ce que par le fait que le fonctionnement de Snapchat, c'est quelque chose de fermé, tu vois. C'est-à-dire que les gens s'abonnent, rajoutent ta page sur leur Snap, mais ça reste fermé. J'ai pas un post public que tout le monde va voir ou quoi que ce soit, sauf si je paye. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Et du coup, ça, on le met de côté. Après, par exemple, Twitter. À l'époque, c'était Twitter. Très bien. C'est excellent, mais ça nécessite une activité très 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 régulière et qui est énergivore. Donc là, on se dit non, nous on a besoin de faire des trucs bien léchés, de travailler notre image, etc. Donc on va préserver certaines choses et c'est comme ça que là, à ce moment-là, on fait le choix définitif d'être OK sur Insta, sur Facebook, ensuite sur TikTok puisque après TikTok c'est bien développé et voilà, et LinkedIn aussi parce que c'est un réseau pro. Ok. Et donc, justement, sur ces réseaux, on peut, au niveau des réels et au niveau de TikTok, on sait que des fois, on retrouve les mêmes contenus. Vous accès quoi? Enfin, vous avez accès sur des tendances, du coup, des trends ou sur les produits ou sur de l'événement? Honnêtement, nous, notre volonté à la base, c'était de pouvoir transmettre l'histoire de notre entreprise. C'est-à-dire que il y a plein de jeunes marques qui ont fait ça, mais qui veulent en fait documenter un petit peu leur quotidien, leur histoire, le storytelling et tout, etc., ce qu'ils font. Et c'est pour ça qu'on voulait utiliser Instagram pour créer des contenus. On avait YouTube aussi d'ailleurs, créer des contenus longs pour nous suivre sur nos événements, pour peut-être même dans le quotidien, pouvoir poster des choses. Donc à la base, c'était ça. Après, ça s'est vite transformé, entre guillemets, en un outil qui nous permettrait de faire de la transformation. Donc, c'est-à-dire toutes les personnes qui nous suivent, vendre nos produits. Et comment vendre nos produits? Tout simplement, c'est plus j'ai d'abonnés. Admettons que j'ai un pourcentage de personnes, de mes abonnés qui achètent mes produits. Plus j'ai d'abonnés, plus ce pourcentage, même s'il reste le même, plus ça me fait du monde, plus ça me fait des ventes, etc. Donc, on s'est dit, l'idée là, c'est d'avoir un maximum d'abonnés. Donc, en effet, on a commencé à créer différents types de contenus. Voir ce qui marchait, ce qui marchait pas, tâter un peu le terrain. On s'est créé des piliers de contenu. On crée du contenu vraiment dédié à l'image de marque, du contenu dédié à notre storytelling, du contenu dédié vraiment trendy pour pouvoir aller chercher des résultats et pouvoir, voilà. Après, du contenu collaboratif avec d'autres influenceurs, des choses comme ça qui sont dans notre domaine pour pouvoir aller chercher des nouveaux abonnés. Et en effet, on a fait pendant un moment pas mal de collaborations. On a fait pas mal de trends, etc. Mais c'est vrai que on a toujours différencié un petit peu notre façon de fonctionner sur TikTok et sur Insta. Sur Insta, on voulait toujours être plus corporate. Vraiment aller chercher vraiment des contenus esthétiquement beaux qui nous représentent, qui nous ressemblent, parce qu'on voulait vraiment mettre en avant une qualité de contenu. Et sur TikTok, on était un petit peu plus léger, un petit peu plus... plus dans la spontanéité, plus dans le one-shot. C'est ça, parce qu'en plus... l'algorithme peut vraiment dépendre. Complètement. Il y a des trucs qui ont fonctionné sur TikTok. Ça se fait en 1 heure, 2 heures, quoi. Donc, soit ça va top, soit ça va flop. Donc, exactement. C'est un peu aléatoire. Il y a des trucs qui ont fonctionné sur TikTok, je pourrais toujours pas expliquer comment ça a fonctionné. Bon, après, tant mieux. C'est ça que le contraire. Et justement, tu parlais de partenariat. Est-ce que tu peux approfondir donc, est-ce que tu as fait appel à des influenceurs, des contacts presse, etc. dans la com pour justement lancer la marque? Ouais, complètement. En fait, dans ce domaine-là, quand tu commences sur les réseaux sociaux, je pense que ça devient... Enfin, aujourd'hui, c'est naturel, mais c'est spontané, en fait, de se dire qu'il faut absolument que je rentre en contact avec les personnes qui font du bruit et qui ont beaucoup de visibilité, puisque c'est par là que ça passe, c'est par eux que ça passe. Ça fait un raccourci, en fait. Exactement, c'est un raccourci. Donc, tu crées ta communauté, mais à côté de ça, quand tu veux du boost, tu es obligé de faire appel à des personnes qui ont déjà de la visibilité. Et ces personnes-là sont à la recherche de contenu, etc. Et nous, en tant que marque, on a la chance d'être, entre guillemets, intéressant pour les créateurs de contenu, pour les clubs, pour les trucs, enfin même pour les clients, pour les personnes qui se baladent sur les réseaux. On est en fait... pour tout le monde, c'est un petit peu intéressant de savoir ce qui se passe. Et du coup, en effet, on a commencé à travailler avec
les influenceurs qu'on voyait, tout simplement, Ok. qui nous plaisaient, qu'on connaissait, qu'on rencontrait sur des événements, tout ça pour pouvoir créer du contenu. C'était quoi tes critères de sélection et comment tu les abordais? C'était via des managers, via Instagram directement sur leur réseau, ou des fois on peut retrouver leur adresse mail. Et puis, c'était quoi tes critères en tant que marque? Parce que justement, par rapport aux valeurs de l'entreprise et encore une fois de l'image que tu voulais renvoyer, est-ce que justement tu avais une sélection par rapport à ça? Ouais, quand même, quand même. Après, tu sais, quand tu es dans la nécessité d'avoir un Ouais. résultat, il y a des critères que tu réajustes. Ok. Tu vois, par exemple, il y a des influenceurs, il y a tout type d'influenceurs. Il y en a qui me plaisent plus que d'autres. Il y en a, j'ai vraiment envie de travailler avec eux. D'autres, bon, bah, je vois qu'ils explosent, mais c'est pas mon truc personnellement. Et mais je vois que ça marche, ça plaît et tout. Ceux-là, je vais finir par les contacter parce que j'ai besoin de ce résultat. Mais à la base, je me dirige, et d'ailleurs c'est souvent ce que j'ai fait avec la marque et avec notre direction en termes stratégiques, en termes de communication. J'ai beaucoup été au ressenti. Je me Ok. dirige vers les choses qui nous parlent, qui nous plaisent, puisque en fait c'est notre marque, on veut qu'elle nous plaise, qu'elle nous ressemble. Mm. Et du coup, j'allais forcément vers les personnes qui me plaisent déjà de base. Et ces personnes-là, bah, je les contactais direct sur Insta, Ok. sur des trucs comme ça, sur des événements aussi. C'est des personnes qui finalement qui sont très sollicitées, mais qui restent abordables. Mm. Et jusqu'à une certaine échelle. Après, il y en a, ils sont via des managers. Donc après, ça dépendait souvent d'eux. Il y en a, ils sont pas accessibles parce qu'ils passent via un manager. Et c'est vrai que c'est moins pratique pour une marque comme la nôtre, tu vois. Ouais, puis souvent, en ce moment, quand on parle de justement qu'on a des influenceurs, c'est mieux les micros, les petits, parce qu'ils sont plus proches de leur communauté, Ouais. plus accessibles. Et derrière, il y a un impact qui est beaucoup plus visible derrière ça. Ouais, et puis il y a un côté humain Oui, aussi. qui est plus intéressant. Et là, en plus, même ces derniers mois, parce que tu vois, par exemple, maintenant sur Insta, tu es obligé de mentionner quand il y a une collaboration avec une marque Ouais. et tout, etc. Mais il y a encore quelques temps, ça pouvait paraître très naturel et ça pouvait paraître sincère. Là, aujourd'hui, quand tu vois une collaboration avec une marque, tout le monde reconnaît une collaboration assez rapidement. Et moi, personnellement, je suis sur une vidéo YouTube. Quand le mec il commence à me parler de NordVPN, ben, je passe quelques secondes, tu vois. Ouais. Donc, Ouais, puis c'est plus ça peut compliqué, être je pense, de toucher via des collaborations comme ça maintenant. Ok. Et tes concurrents, on va en parler parce que c'est les géants. On sait Ouais, que complètement. pendant un moment, la Revo 1, elle était dans le top 5 des paires de basket euh, reconnues. Donc, Ouais, et juste au-dessus, tu avais Nike Nike. seulement. Et Jordan, je crois, mais c'est tout. C'est ça. Et Ouais. donc, comment tu as fait pour te placer dans justement ce top 5 et tu as rebondi par rapport à ça? Est-ce que justement c'était un levier où tu as accentué de te dire, bah, en fait, voilà, le classement, c'est pas que moi qui dis que ta Ouais, paire, bah elle est ouais, cool, quoi. complètement. 200%. Pour nous, en tant que. Tu sais, c'est un produit qui est technique. Donc, c'est un Ouais. produit qui nécessite. Enfin, déjà, c'est un produit technique, mais surtout, c'est un produit qui est utilisé et qui peut toucher indirectement à la santé de l'utilisateur, puisque c'est une paire de chaussures, s'il se blesse avec ou quoi que ce soit. Il a l'utilisateur, il a besoin de confirmation. Il a Mm. besoin de se De valider les preuves. choses dans sa tête. Il a besoin de preuves, exactement. Du coup, forcément, une preuve qui vient de nous, elle a moins de valeur aux yeux d'une personne d'une preuve qui vient d'un tiers. Et forcément, donc, dans les critères de nos influenceurs qu'on allait chercher, on allait chercher par exemple des testeurs de paires de chaussures. Ça, c'est très fort pour nous. Mais on allait chercher aussi la même chose, mais dans la presse. Dans la presse, il y a des médias spécialisés basketball qui, eux, se focalisent sur le test de produits techniques, Ok. paires de chaussures et tout, etc. Et en effet, on a fait un test via un magazine qui, lui, nous a positionné comme 5e meilleure paire de l'année. Et en effet, là, derrière ça, on a martelé. Ça, en fait, comme tu dis, c'est un levier qui nous permet derrière de valider notre positionnement et de dire à tout le monde, attendez, on est C'est juste la derrière, preuve, on est une ouais. toute première marque, c'est notre premier produit, et on est juste derrière Nike, il n'y a pas d'Adidas devant, il n'y a pas d'Under Armour, il n'y a pas de tout Mm. ça. Et du coup, là, en effet, ouais, derrière, on sent tout de suite un engouement. Ok. Est-ce que tu as un exemple d'une campagne de communication qui tout de suite a eu des retours plus que positifs, Ouais. a carrément flambé à nous donner? Ouais, complètement, complètement. Ça, c'est un exemple, mais c'est aussi une anecdote dans le sens où, en gros, nous, à une période de c'est difficile de dire que c'était une stratégie, c'est pas vraiment une stratégie, c'est plutôt des opportunités qui sont passées comme ça.
En 2022, on est passé dans un film, La paire de chaussures est passée dans un film sur Netflix, un film basketball, et un des films basketball à plus gros budget depuis pas mal de temps, tu vois. Ok, rien que ça. Et ouais, franchement terrible, produit en partie par des grands joueurs de NBA et tout NBA. actuels. Donc ouais, c'était vraiment un gros coup pour nous, et on fait de notre mieux pour le transformer. Donc c'est-à-dire que beaucoup d'articles, beaucoup de création de contenu autour de ça, beaucoup de newsletters, beaucoup d'articles presse aussi autour de ça. Donc maintenant, quand tu tapes Netflix Layup sur Internet, tu tombes sur tous les articles qui parlent de notre parution. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça pas mal parce que les médias ont joué le jeu parce que il y a un côté marque française qui passe dans un grand film américain. Et du coup, il y avait une forme de fierté, je pense, à travers les médias et qui ont voulu nous mettre en avant à ce moment-là. Et ça a été super efficace parce qu'à partir de ce moment-là, on a vu un pic d'abonnements, un pic de visites sur le site internet, pic sur les achats, etc., qui montre qu'il y a une vraie efficacité, tu vois. Et en fait, tu le sens. Franchement, c'est corrélé, mais extrêmement proche de la com et la vente. Dès que tu vois qu'il y a un pic de communication, derrière, il y a un pic de vente sur le site internet. Et ça, c'est un de nos coups qui a amené en tout cas le plus en tout cas le pic le plus précis. Pic d'audience, ouais, ok. Le plus gros pic d'audience. Autour de ça, donc on est vraiment sur un sujet qui est, je dirais pas forcément niche, mais justement qui regroupe beaucoup de passionnés, le sport, le basket. Comment derrière tu as créé ta communauté et tu l'as entretenue au fil des années avec la croissance de la marque sur les réseaux sociaux? Et bah, t'as tout dit, par la passion. Par la passion, en vrai. C'est comme ça qu'on a commencé. C'est-à-dire que avant même de lancer la marque, on a joué sur cette carte de la passion, c'est-à-dire qu'on a créé déjà un compte Instagram sur les réseaux sociaux où on parlait de basketball. Et au moment où on le crée et qu'on parle de basketball, qu'on parle d'anecdotes, qu'on parle de choses comme ça, nous, on sait qu'on veut lancer la marque, mais les personnes qui nous suivent ne le savent pas encore. Et du coup, on crée le contenu et on parle toutes les semaines. Je fais des vidéos. D'ailleurs, c'était moi qui faisais les vidéos. Ça faisait partie de notre stratégie de lancement, dans le sens où on voulait associer un visage à la marque. Parce que tout de suite, on parle d'humain à humain. Exactement. Et ça casse la vitre. On peut avoir des a priori sur la marque, se dire peut-être qu'ils sont 50 dessus, peut-être que ça se trouve ils sont même pas en France, alors qu'il doit y avoir une personne en France, histoire de dire c'est une marque française, alors que pas du tout. Mais là, oui, là, c'était vraiment. On voulait vraiment personnifier le truc et du coup, le fait que ça soit mon visage. Derrière, tu sais, on me croise à Rouen ou je sais pas où sur un événement, un truc comme ça. On voulait qu'il y ait cet effet de ah bah tiens regarde c'est le mec de Layup et que en fait le mec il traîne là, il a lancé la marque, c'est le mec qu'on voit dans les vidéos et on crée un lien, une affinité avec la marque et le projet et même le mec en question, tu vois. Et du coup cette personnification et cette proximité entre la marque et moi-même, ça a permis de créer vraiment un relationnel fort qui perdure en fait, tu vois. Et du coup, les gens, quand ils nous écrivent en DM sur Insta, ils parlent à la marque, mais en fait, ils me parlent à moi, tu vois. Donc moi, je me suis toujours efforcé de bien faire comprendre qu'on est deux fondateurs et tout, parce que je fais pas tout seul et que je suis fier de travailler avec mon associé. Mais l'idée, c'est ça, c'est que les gens, ils se disaient, bon, bah, il y a ce gars-là qui lance cette marque-là et on a envie de tout suivre, on a envie de voir jusqu'où ils vont. Et c'était ça, en fait, notre différenciation. C'était vraiment la proximité avec notre audience. Ok. Tu parlais tout à l'heure justement de la presse. On a beaucoup parlé justement des canaux numériques où aujourd'hui on prône ça. À l'heure aujourd'hui où les gens lisent de moins en moins, il y a quand même vous êtes apparu dans plusieurs presses locales. Ouais. Je ne sais pas s'il y a eu du national aussi. Oui, il y a eu de la presse nationale. Mais essentiellement du local. En fait, tu sais, comme on faisait des événements un peu partout en France, il y a eu aussi beaucoup de local, mais dans d'autres régions. Et donc justement, pourquoi avoir aussi choisi ce canal-là de communication? Et est-ce que tu as eu des bonnes retombées par rapport à ça? Est-ce que toi, tu as su un petit peu comment ça s'est fait derrière, ce que ça a enrôlé? Complètement. Nous, en fait, honnêtement, c'est assez stratégique. C'est-à-dire que la partie presse, elle est très liée à la partie SEO, en fait. Nous, si on veut apparaître dans des articles, bien sûr qu'on sait très bien qu'une vidéo postée sur Insta, elle va faire, je sais pas, 10 000 vues. Elle sera davantage vue sur une plus courte période qu'un article posté sur un magazine de niche, tu vois, sur Internet. Mais
il y a deux choses. La longévité de l'article, elle est beaucoup plus longue, c'est-à-dire que dans 10 ans, quelqu'un qui tape layup, machin sur Internet, il va retomber sur l'article, mais il va peut-être pas retomber sur la vidéo Insta que j'ai postée il y a machin, et voilà. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la force d'optimisation en fait que l'article va nous apporter. Plus il y a d'articles comme cela, plus notre site internet va remonter, plus il va y avoir d'efficacité par rapport à nos mots-clés, nos machins. Tu tapes layup aujourd'hui, tu tombes sur nous. Tu tapes layup Rouen, tu tombes forcément sur nous. Alors que s'il n'y avait pas eu tous ces articles-là, ça se trouve, tu ne serais pas tombé sur nous, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on a gardé la presse vraiment dans notre stratégie. On utilisait beaucoup d'articles sur notre site internet. Ouais. Pour se mettre en avant, mais la façon dont fonctionnent les moteurs de recherche, on a aussi besoin de liens qui dirigent vers notre site internet. Ouais, donc ouais, ça rentrait complètement. Au-delà d'assurer la notoriété, c'est aussi, c'est ça comme tu disais, pouvoir vous trouver beaucoup plus facilement et dans le temps. Exactement, exactement. On a parlé d'un projet donc, qui a fonctionné, notamment Netflix. Est-ce que tu as justement aussi un exemple d'un projet qui a flop où tu t'es dit, en tout cas, moi j'ai retenu une leçon par rapport à ça, de dire, moi je le ferais différemment, ou alors je le ferais pas du tout pour gagner du temps et peut-être de l'argent? Ouais, il y a plein de trucs qui ont flop, je pense. Bah, bien sûr, comme dans d'ailleurs, il y a plus de trucs qui ont flop que comme reste, comme dans tout projet entrepreneurial. Complètement. En termes d'exemple, ce que je pourrais te dire, il y a déjà, tu sais, on parle de presse, mais la presse est difficilement accessible entre guillemets, dans le sens où pour pouvoir avoir un article dans un magazine ou quelque chose comme ça, faut envoyer des communiqués de presse. Ouais. Mais ne serait-ce que pouvoir envoyer les communiqués de presse, c'est compliqué. C'est-à-dire que quand tu n'as pas les contacts des journalistes, des choses comme ça. Puis il y a vraiment une mise en forme bien spéciale. Une mise en forme bien spécifique. Ça, parce que sinon, les journalistes, ils disent pas et tu pars à la poubelle. Et du coup, c'est pas si facile d'accès que ça. Donc ça, on a mis beaucoup d'énergie là-dedans. Et pour finalement peu d'articles derrière, mais je le considérais pas comme un flop parce que quand même, il y a eu des retours intéressants, tu vois. Ouais. En termes de flop, je dirais quelque chose que je ferais différemment. C'est par exemple on a organisé un concept qui s'appelle les Layup Basket Days, qui sont des tournois qu'on faisait dans toutes les villes de France. Tous les mois, on était dans une ville différente. Et je sais que ça, je le ferais différemment. On a mis énormément d'énergie, d'argent et tout, etc. dans ce projet-là. Et la façon dont les retours n'étaient pas suffisants par rapport à l'énergie qu'on a mis dedans. Si c'était à refaire, je pense que je ferais complètement différemment. Je mettrais peut-être plus d'accent sur justement la partie communication, anticiper. Là, c'est franchement maître mot dans la communication. Pour moi, c'est l'anticipation, la préparation, parce que communiquer tard et mal, c'est beaucoup trop d'énergie pour peu de résultats. Alors que anticiper, préparer l'audience, vraiment rabâcher, etc., ça apporte des résultats. Mettre les bases, quelles sont mes valeurs, quel est mon positionnement, qui est mon marché, à qui je m'adresse. Ça, encore une fois, c'est super, super important. Pour conclure l'épisode, est-ce que tu auras un conseil, toi qui as la casquette d'entrepreneur, d'IRCOM, etc., à justement quelqu'un qui souhaite se lancer, notamment avec une marque française, où on pourrait se dire le marché il est déjà pris, il y a déjà des géants comme concurrents, que tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent? Ouais, complètement, avec plaisir. Je dirais que le plus, en tout cas dans ma vision, ce qui est important, c'est de toujours avoir une excellente préparation. En fait, le résultat, pour moi, il est dans la préparation. C'est-à-dire que pendant longtemps, nous, on travaillait, mais en flux tendu. Je parle de communication. C'est-à-dire que je crée du contenu, je le postais, je crée du contenu, je le poste, etc. Et ensuite, j'analyse les retours qu'il y a. Et si j'ai le temps. Alors que, en réalité, une préparation, une bonne stratégie de publication sur plusieurs semaines, et c'est sur ça qu'on est parti après, permet d'avoir des résultats anticipés, de vraiment s'organiser. Et en fait, c'est la préparation. Pour moi, c'est le maître mot dans la communication. Vraiment se préparer, parce que tous les jours, il y a une bonne raison de communiquer. Mais quand tu communiques au jour le jour, tu le subis en fait. Alors que si tu te prépares, que tu t'organises, que tu dis tel jour, je sais pas, c'est la Saint-Valentin, tu as envie de faire un truc spécifique dans ta communication par rapport à la Saint-Valentin, et tu t'organises pour ça. Et tu te prépares à l'avance. Ton contenu, il est prêt depuis 2 semaines. Tu vas pas être dans le rush le matin en train de préparer le texte pour ta publication. Non, la préparation, pour moi, c'est vraiment le maître mot, et ça permet aussi de se différencier.
Donc, Ok. donc je pense que c'est... Donc préparation, anticipation sont les maîtres mots de la communication. Pour moi, c'est ça. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup Cédric d'être venu dans Comme un lundi. Moi, j'ai appris plein de trucs. C'était hyper chouette de parler de Layup. Et on se dit à très vite. À très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir invités. Avec plaisir. Ciao.